partie suivante, donc qui va être les retours d'expérience d'établissement qui m'ont passé leur visite d'évaluation. Donc, on va commencer par le premier témoignage qui est celui de Clara Ferré, qui est directrice de l'EHPAD de Louvigny, la Maison du Coudrier, et de ses équipes que nous sommes allés capter dans l'établissement. Donc, je vais arrêter le partage du diaporama et je vais vous partager la vidéo associée. Et dans le chat, si vous pouvez, quand la vidéo sera lancée, nous confirmer que vous entendez bien le son, ce serait très gentil à vous. La Maison du Coudrier a été un des premiers établissements normands à passer son évaluation suite à la parution du référentiel HAS. Sa directrice et son équipe nous ont accueillis pour partager leur expérience. L'établissement a ouvert ses portes en octobre 2013, donc il fêtera ses 10 ans en fin d'année cette année, et nous sommes donc une structure associative à DEF Résidence, et au sein de l'établissement, on accueille 100 résidents, dont 24 résidents en unité de vie protégée. Au sein de l'établissement, on a bien sûr une équipe pluridisciplinaire qui est composée de 58 professionnels, et nous avons des professionnels qui sont présents depuis l'ouverture de l'établissement, notamment sur l'équipe pluridisciplinaire. Toutefois, il est important de souligner que l'établissement rencontre des difficultés de recrutement, notamment marquées depuis la crise sanitaire avec des vacances de poste sur les postes d'assistance de vie. Et puis sur le volet médical, on a tout de même l'arrivée récente d'un médecin coordonnateur qui a pris ses fonctions en décembre 2022 et la vacance du poste d'IDEC depuis plus d'un an maintenant, à date de la réalisation de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe. On a aussi au sein d'ADEF Résidence une culture qualité importante puisqu'on a on a des copiles à la hauteur de chaque trimestre où on rebalaye l'ensemble des objectifs qu'on se fixe en termes d'amélioration de nos pratiques professionnelles. Donc c'est des objectifs qu'on reprend chaque trimestre avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et copile un peu plus élargie. Et on se fixe soit d'autres objectifs, soit on affine ce qu'on s'était fixé. En tout cas, voilà, c'est vraiment une démarche active au sein de l'établissement et qui est connue aux yeux de l'ensemble des professionnels. La préparation s'est vraiment déroulée en 2 temps. Le premier consistait à la préparation et à la réalisation de l'auto-évaluation, où j'insiste réellement aujourd'hui sur ce retour d'expérience, sur la nécessité, selon moi et mon équipe, de la réalisation de cette auto-évaluation. J'ai souhaité effectivement mobiliser un cabinet extérieur pour la réalisation de l'auto-évaluation. C'était important pour moi et je pense pour les équipes d'avoir ce regard neutre. Et au niveau soins, nous, ça nous a permis de pouvoir verbaliser nos actions de tous les jours qui pour nous semblent banales, normales, et pouvoir les exprimer parce que ça ne nous venait pas forcément à l'esprit. On a quand même eu une très bonne auto-éval, euh, mais on a pu affiner un petit peu nos réponses et surtout les alimenter parce que c'est ce que disait ma collègue tout à l'heure. Ça nous permet l'auto-éval, des choses que pour eux ou pour nous tous, ça paraît anodin dans notre quotidien. Du coup, l'auto-éval nous a permis d'a- d'agrandir un peu nos réponses en alimentant sur nos pratiques professionnelles. Elle a rassuré beaucoup de personnel. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça s'est si bien passé. On s'est senti, on savait que si on pouvait se corriger en fait, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis le second axe de travail et de préparation est vraiment la communication autour de cette évaluation. Donc, le référentiel est basé sur 3 grosses thématiques. La première qui concerne l'usager, donc le résident, la seconde les professionnels et la troisième partie l'établissement. Dans ces groupes, il y a effectivement différents critères qui sont questionnés. Donc en amont, pour préparer les équipes, je leur ai présenté les différents critères qui correspondaient à tel ou tel groupe. Et puis ensuite, à l'issue, je leur ai mis un document tout simple à disposition pour qu'ils puissent se saisir sur la base du volontariat de qui souhaite participer ou non et dans quel groupe. C'est parti sur la base du volontariat. On a essayé donc du coup de mélanger un maximum de pôles. Et les groupes étant mixtes dans différents postes, du coup c'était plus riche. Les réponses étaient plus riches, il y avait qu'un seul lexique, qu'un seul vocabulaire, et puis ça fait une cohésion aussi d'équipe.
parce que le fait d'avoir des gens de la plurie, des gens de l'assistance de vie, de l'hôtellerie, ça permet de faire un mélange et de pouvoir aussi de faire des fois des vies ma vie entre guillemets, de comprendre ce que ressent l'autre personne, l'autre professionnel. Il y avait une découverte entre chaque collègue. C'est vrai que nous, on a découvert des choses qu'on ne savait pas forcément sur certains pôles. On a toujours eu des temps dédiés à ça. On n'a jamais eu ce sentiment de devoir revenir en plus et c'était, on arrivait voilà à combler, à faire le combo de notre travail au quotidien qui est assez chargé aussi, mais aussi avoir ces temps d'échange entre nous sur les différents chapitres et comment on veut avancer les choses. Et mais tout ça, voilà, ça a été fluide. Donc. C'est pas, on n'a pas ressenti les vals externes. C'est une charge. Le timing était assez court du coup entre l'auto-éval et l'éval et quand on nous l'a annoncé. Mais c'est vrai qu'on l'a pris, alors c'est comme dit tout à l'heure Marie, c'est vrai que l'auto-éval était bien et que du coup, on s'est vraiment mis sur ce qui n'allait pas. Après, on l'a fait quand quelqu'un était plus occupé sur quelque chose sur l'autre, et on essaie de compenser pour justement aider son collègue. Il y a un énorme travail documentaire en amont, puisque les évaluateurs nous fournissent une liste de documents dont ils vont avoir besoin de se saisir, parce qu'ils ont vraiment un temps de recherche documentaire et analyse documentaire sur le temps d'évaluation. Il y a au minimum, selon moi, voilà, une bonne semaine de préparation et de regroupement des éléments documentaires. Principalement, les éléments sur lesquels nous avons dû travailler, c'est sur les informations qu'on pouvait communiquer au CVS. On est passé en éval externe au mois de mars et il y a eu une grosse refonte en fait du rôle du CVS qui est tombé au mois de janvier 2023. Donc à peine 3 mois après que nous on passe notre évaluation. Donc c'est vrai qu'on a dû faire un travail très actif auprès du CVS en essayant de leur faire des supports assez simples pour leur présenter ce que le CVS, il y a quand même des membres de famille et de résidents, pour leur réexpliquer ce qu'était le règlement de fonctionnement, les événements indésirables, la bientraitance, la maltraitance, les démarches qualité, donc, parce que pour eux, il y a certaines notions qui leur échappent. Et puis, il y a beaucoup d'instances aussi autour que eux-mêmes ne connaissent pas. Donc voilà, il a fallu reprendre des bases et réexpliquer tout ça pour pouvoir après bien avancer sur les balles externes. Alors sur le déroulé de l'évaluation commence par la visite. Moi, ce qui me semble indispensable, en tout cas pour notre situation, c'est de pouvoir une fois de plus mobiliser les professionnels de terrain sur cette visite d'établissement. Je pense que c'est quelque chose qui a été fortement apprécié par les évaluatrices et qui a rendu fiers aussi d'une certaine façon les professionnels, parce que c'est vraiment leur environnement de travail au quotidien, et de pouvoir elles-mêmes le présenter, et surtout sur une échéance si importante. Oui, ça permet aussi de montrer notre les équipements de notre travail, enfin toutes les salles, les bibliothèques, etc. De mettre en valeur l'établissement. Ensuite, on rencontre les évaluatrices avec tout le groupe COPIL. Donc le COPIL, c'est le comité de pilotage en fait de l'éval. Elles nous réexpliquent le déroulement. On revoit le planning, voir si tout est bien. Elle nous rassure beaucoup. Et puis après, selon le planning que Madame Ferret, avec les évaluatrices, avait déterminé ce qu'elles ont des temps de recherche de documentation en présence près des résidents, les groupes de travail euh, avec les professionnels. On a des restitutions fin de journée. Toujours à la fin de journée, il y avait une petite restitution dans le temps imparti qu'on avait. Et après, il y a la grosse restitution à la fin des 3 jours, où là vraiment, elle présente un PowerPoint avec tout ce qui a été vu pendant l'évaluation, les points forts et surtout les fameux critères impératifs qu'on attendait avec impatience. Les facteurs de réussite, concrètement, c'est la mobilisation des équipes. Les professionnels de l'établissement doivent vraiment être acteurs de la démarche, portés par le CODIR, la direction de l'établissement, effectivement, mais ils doivent vraiment être acteurs de la démarche. C'est ce qui, pour moi, va qualifier, en tout cas permettre une réussite. Et puis, l'auto-évaluation. J'insiste de nouveau sur ce point. Pour moi, elle semble indispensable. Elle permet de mettre les équipes en condition
Elle permet de rassurer les résidents. Elle permet aussi de mobiliser les membres du CVS, mais aussi les familles. C'est que ce retour d'auto-évaluation a été présenté aux résidents, aux familles et aux professionnels. L'auto-évaluation, ça nous a permis de moins appréhender ce qui allait se passer après, donc la vraie évaluation entre guillemets. Du coup, on a pu être mis au courant de ce qu'on pouvait attendre de nous. Ah, c'est vrai que l'auto-évaluation, ça nous permet aussi d'avoir un regard plus large sur les différents chapitres qu'on va devoir aborder. Et ce qui est important, selon moi aussi, c'est la maîtrise des documents internes par le directeur ou au minimum par le CODIR, puisque même lors de l'évaluation, les évaluatrices nous ont questionné tout au long de la journée sur les documents. Et si on peut donner un conseil, c'est de le prendre sereinement, à partir du moment où il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe. Je pense que c'est vraiment le mot-clé et la clé en fait pour bien y arriver, qu'il y ait une bonne dynamique impulsée par la direction. Faut vraiment pas se stresser quand les évaluateurs arrivent. Si c'est bien préparé, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et être honnête aussi. Oui, il faut être transparent. Faut être dans la Voilà. transparence. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qu'on fait pas bien, il faut faut le dire, allez, faut rien cacher, parce qu'elles peuvent aussi être source d'amélioration. Que ce soit ultra organisé au niveau du timing. On ne peut pas laisser place à l'imprévu ou à du retard de tel ou tel collaborateur parce qu'effectivement, après, c'est tout le planning de l'évaluation qui va être mis à mal. C'est tout de même très dense. Donc effectivement, peut-être qu'à distance, une journée supplémentaire, en tout cas pour un établissement comme le nôtre de 100 lits, serait quelque chose qui pourrait être utile, en tout cas dans l'avenir. Donc c'est dense, ça mobilise des professionnels, ça demande une grosse préparation, en tout cas d'un point de vue organisationnel, pour respecter vraiment les différents groupes, parce que c'est vraiment encadré presque à la minute près. Donc effectivement, et puis les échanges sont toujours riches, donc les évaluatrices comme les équipes sont parfois frustrées de devoir s'arrêter quand elles ont encore beaucoup de choses à dire. Il y a le délai aussi entre l'auto-évaluation et l'évaluation qu'il ne faut pas négliger. Il est vrai que nous avons eu très peu de temps, puisqu'on a eu 1 mois et demi en tout et pour tout entre les résultats de l'auto-évaluation et la réalisation de l'évaluation. Le référentiel fait objet de la réalisation de stratégies internes propres à chaque établissement. C'est qu'effectivement, on a tendance, surtout quand on fait partie d'associations ou de groupes privés, etc., à avoir des documents associatifs, en tout cas qui sont partagés entre plusieurs établissements. L'axe de travail qui a été déterminé suite à la réalisation de l'évaluation, c'est de travailler sur l'élaboration de stratégies internes qui seraient co-construites avec les équipes et qui seraient propres à notre établissement. Ça a été plutôt une très bonne aventure, très positive. C'est vrai que ça a permis quand même de faire une remise en question, une mise à jour de nos compétences vis-à-vis de chacun de nos métiers. Donc c'était très enrichissant. Les professionnels qui étaient réticents pour venir quand on leur a proposé de venir, à la fin de l'évaluation, nous ont dit la prochaine fois on recommence, hein, c'est sans problème. C'était constructif, c'était un échange, ça mettait en valeur notre travail. C'est que vraiment c'est une mise en valeur de nos pratiques pro. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour pointer ce qui est pas bien, ils sont là pour pointer ce qui est bien, et même ce qui est bien, peut-être trouver des améliorations ou des choses comme ça, et puis ça permet de lever le regard de son travail. C'est agréable aussi d'être en petit couple, alors c'était 3 ou 4 en fonction, un dans chaque corps de métier. Et c'est ça qui est bien aussi, parce qu'on peut mieux s'exprimer, il y a beaucoup d'échanges, d'écoute. Et non, c'est agréable. C'est l'appréhension qu'avaient les professionnels, c'est d'être tout seul face aux évaluatrices, quoi. Pour eux, c'était anxiogène, là, le fait de savoir qu'on était plusieurs autour, ça permet, oui, effectivement, d'échanger. Après, on est aussi tombé sur des évaluatrices, aussi bien pour l'auto-évaluation que l'évaluation, très ouvertes, compréhensives, en essayant de nous rassurer, de nous mettre en confiance. Donc ça aide beaucoup. Et puis de valoriser aussi notre travail en disant mais si, allez-y. On était fiers de défendre un petit peu notre métier, quoi. C'était très agréable. Surtout qu'elles le mettent en avant. Et on va pas se le cacher, hein, les EHPAD ont été énormément ciblés, mis dans le viseur avec tout ce qui s'est passé au niveau média. Et c'est vrai que d'avoir des gens extérieurs qui valorisent notre travail et qui le disent, c'est vraiment top ce que vous faites, en tant que professionnel de terrain ou même nous au niveau de l'administratif, ça fait du bien.
Et même les résidents, ils étaient fiers quand ils sont passés, ils se sont fait interviewer, ils étaient tout contents. Je pense qu'avec une auto-évaluation, ça leur a fait du bien parce qu'ils appréhendaient, ce qui est normal, hein, comme nous, hein, ils s'appréhendent. Et non, mais ils étaient contents d'être passés, interviewés, ils étaient tout fiers de nous le dire, quoi. Donc, c'était un échange avec tous, entre tous, quoi. Bah, même avec les familles, parce que ça a Mm. été une éval résident, famille et professionnel. Et donc, ça a vraiment été un travail commun. Et on le voit bien depuis l'éval, on a plus de proximité. L'implication des professionnels me rend fière. C'est qu'effectivement, on a eu une équipe pleinement mobilisée, quel que soit le corps de métier, où effectivement tous les professionnels se sont saisis de cette évaluation, sans distinction de poste, de mission, au sein de l'établissement. Et ça, effectivement, pour un manager, c'est quelque chose de très satisfaisant. On remercie chaleureusement toute l'équipe de la Maison du Poudrier pour avoir accepté de porter ce témoignage pour vous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette vidéo qui sera diffusée très prochainement sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à nos chaînes et à nous suivre aussi bien l'ORS Créail que Calva pour avoir accès à cette vidéo. On vous propose maintenant un second témoignage. Donc, on a le plaisir d'accueillir Madame Vanessa Philippot, qui est directrice générale de l'APAUI de la Côte-Fleurie, et qui va nous partager son expérience. Alors, merci beaucoup, Madame Philippot, d'avoir accepté de partager votre expérience. Est-ce que vous pouvez, aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, nous présenter votre structure en quelques mots? Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, Parfaitement. Donc, je suis directrice générale effectivement de la PAI de la Côte-Fleurie. Ça représente aujourd'hui 18 sites. Donc IME, IM Pro, 3 ESAT, un internat pour les jeunes, différents foyers, une masse, un FAM. Donc j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans dans cette association, avec clairement un retard important dans la mise en place d'une politique qualité et d'une dynamique autour d'éléments essentiels, hein, dont vous avez pu parler tout à l'heure, avec de nombreux travaux à mener. Donc j'ai fait un état des lieux sur les besoins des structures, de là où on était les professionnels. Voilà, et donc ça a pris sur les 2 ans une bonne année. Et puis j'ai commencé à mettre en place des actions dans l'association et plus précisément sur chaque site. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser les travaux prioritaires que vous avez pu identifier dans votre structure pour lancer cette démarche qualité? Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur la façon dont vous êtes préparé? Oui, j'avais relevé essentiellement en travaux se re-questionner sur la place et les relations avec les familles, la vie en institution, les droits et libertés bien sûr, et puis risques et dangers, tout ce qui est une notion fondamentale. Ensuite, évidemment, repenser les fondements du projet d'accompagnement personnalisé. Et l'objectif, pour moi, c'était de repenser le sens, le cadre légal et les dimensions éthiques et sémantiques autour du projet. Ensuite, évidemment, repenser l'ensemble des documents issus de la loi du 2-2, puisqu'ils n'étaient pas à jour, tout en mettant en place clairement la question des relations contractuelles et la façon dont elles sont décrites dans nos documents. Repenser la collaboration avec les partenaires autour de l'accompagnement avec tous les enjeux éthiques que représente la vie en institution. Travailler sur la dynamique d'amélioration continue, et puis on va peut-être y revenir après, avec la création d'un dispositif complet de retour d'expérience, et notamment autour des événements indésirables graves, les méthodes de déclaration, et puis faire le point sur ce sujet-là. Pour ça, c'était nécessaire aussi de rapprocher la question de la théorie à la pratique, en fait. Alors, l'idée, c'était de s'investir dans une démarche plus ou moins universitaire, hein, c'est-à-dire aller
au plus près de la pratique, en s'assurant qu'il y avait une rigueur et une qualité de travail. Pour ça, c'était de mieux connaître en fait le terrain et d'essayer de proposer des améliorations, des axes d'amélioration par le biais d'hypothèses. Donc en fait, essentiellement, ma première action, ça a été d'aller sur l'ensemble des sites, rencontrer tous les professionnels par groupe de 12 maximum, et de travailler sur la question des événements indésirables. Donc le but c'était, c'est quoi un événement indésirable? C'est quoi un événement indésirable grave? C'est quoi un événement indésirable grave associé aux soins? Quelles sont les obligations légales de déclaration? Je me suis rendu compte que il n'y avait pas de déclaration, hein, clairement, ou très très peu, avec une banalisation de la violence en institution. On sait que alors, sur nos structures qui sont handicap, il y a handicap psychique, hein, il y a énormément de violence avec des droits bafoués dès lors que on ne déclare pas. Donc j'ai mis en place un outil au sein de toutes les structures, donc un outil informatique qui a permis de faire des remontées de déclarations, enfin des remontées d'événements indésirables, amener les professionnels, donc par le biais de ces rencontres, à mesurer quels sont les 11 types d'événements indésirables graves et de mettre en place derrière une analyse des causes qui permettent de pouvoir réduire finalement les événements indésirables. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le nombre d'événements, sur par exemple 600 événements indésirables, vous aurez un événement indésirable grave et que il faut agir sur les événements indésirables simples pour pouvoir éviter d'avoir des événements indésirables graves. Alors la culture autour des événements indésirables, elle a commencé en 2022, début 2022. Il y avait peut-être eu 2-3 déclarations les années précédentes. Très vite, ça a pris puisque nous avons fait plus de 230, enfin même 239 exactement déclarations d'événements indésirables et donc 33 événements indésirables graves qui ont été déclarés aux autorités. Sur 2023, nous sommes donc en septembre, nous sommes déjà à 176 déclarations d'événements indésirables et 18 événements indésirables graves. C'est vraiment un changement de mentalité à mener sur cette nécessité de déclarer qui permet d'améliorer la qualité au sein des structures. Donc il y a aussi cette question qui revient derrière, hein, où il faut accompagner les professionnels sur la différence entre l'erreur et la faute. Qu'est-ce que je risque si je déclare? D'avoir une charte, donc on a construit une charte de non-punition, hein, telle que c'est recommandé hein, dans les textes. Et puis, ça a permis aussi aux professionnels de se re-questionner finalement sur les droits des personnes. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, la démarche que vous avez menée, ça s'inscrit quand même dans un changement de culture, hein, vous l'avez dit, vous avez eu beaucoup de travaux à faire en très peu de temps. En quoi ce nouveau dispositif d'évaluation proposé par la HAS vous a permis de mener une conduite du changement dans vos structures? Est-ce que vous avez pu identifier des leviers ou des exemples de changement de culture, de conduite du changement grâce à ce dispositif? Alors oui, j'avais fait en fait un premier état des lieux, j'en parlais tout à l'heure, de l'association et de ses fonctionnements, et il n'y avait pas de GED, hein, il n'y avait pas du tout, enfin très très peu de procédures, en tout cas pas opérantes. L'outil informatique et notamment le dossier unique de l'usager n'était pas mis en place. Enfin, il y avait pas mal de choses, pas beaucoup de changements et beaucoup une acculturation des professionnels à mener autour de la démarche qualité. Et quand on arrive, hein, alors c'est assez rigolo, mais l'établissement que vous avez montré précédemment
c'est un établissement que j'ai ouvert moi en 2013, donc j'ai laissé la main à Madame Ferré. J'arrivais d'un établissement qui fonctionnait en tout cas de manière qualitative, très organisée. Et là, j'arrivais dans une structure où finalement il y avait tout à faire. Et quand on arrive et qu'on dit qu'il y a tout à faire, bah, pour donner du sens aux professionnels et ramener les professionnels derrière soi, les emmener derrière soi, ça peut être compliqué. Et donc, en fait, j'ai vu l'évaluation externe arriver, enfin unique, arriver comme un réel moyen de faire passer des messages, de donner du sens et aussi de croiser mon regard avec les évaluateurs, puisque j'avais fait un premier bilan de la situation, et d'avoir finalement un organisme neutre qui vient, qui évalue et qui ou confirme, enfin, j'espérais que ça confirmerait ce que j'avais mis au travail, que c'était nécessaire, et donc de m'appuyer sur ce regard extérieur, mais en même temps pouvoir dire aux professionnels, vous voyez, il y a pas que moi qui le dis qu'il faut travailler sur ces sujets-là. Dans l'évaluation, les évaluateurs pointent les mêmes choses. Donc ça, c'était important. Et redonner du sens, en fait, notamment autour des projets d'établissement, puisque les projets d'établissement ne sont pas à jour. Et donc, en faisant l'évaluation externe, ça permettait de pouvoir réintégrer, enfin de mettre les professionnels au travail autour du projet d'établissement, mais avec le retour des évaluateurs externes, et d'avoir finalement des objectifs qui soient communs. Donc ça, c'était dans les leviers identifiés, il y a ça. Bon, évidemment, la mise en place, continuer de mettre en place les procédures et la gestion documentaire, et puis aussi de réaffirmer que l'outil numérique, et notamment le dossier unique de l'usager, doit absolument être alimenté en permanence. Et c'est vrai que j'ai eu les circonstances de malchance, hein, c'est que on a lancé le dossier unique de l'usager au moment du Covid, et donc toutes les formations ont été décalées dans le temps pour chaque module, ce qui fait que les professionnels ont un peu baissé les bras autour du logiciel d'accompagnement. Et donc, avec l'évaluation externe, ça a permis aussi de venir souligner que dans le logiciel, tous les champs n'étaient pas forcément exploités et qu'il était temps de se remettre au travail. Donc, en fait, moi, j'ai vécu l'évaluation comme un appui par rapport à une stratégie que je veux mettre en place au sein de la PAU. Est-ce que vous avez pu identifier des freins dans tout ce travail de préparation aussi bien de la visite que de relance d'une démarche qualité? Est-ce que vous avez identifié des freins dans tout ce que vous avez entrepris? Alors oui, il y avait plusieurs freins et il y en a toujours. La première chose, c'est, on va pas se le cacher, une structuration associative et notamment service du siège et acteurs qui ne comportaient pas de responsable qualité. Donc, il n'y avait pas de poste de responsable qualité. Et donc, le responsable qualité est arrivé très tardivement. Il est arrivé il y a 1 an. Donc ça, c'était la première chose, c'est que la qualité, je suis désolée, mais ça coûte des sous. Donc, il nous faut des sous pour la qualité. Ensuite, il y a en frein, changer de culture. Ça prend du temps. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à une grosse machine et à plus de 400 salariés de changer du jour au lendemain leur fonctionnement. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut les accompagner, il faut porter les choses. Et ça, ça prend du temps. Donc, je sais très bien que on ne pourra pas changer les choses en 6 mois, voire même en 1 an. Donc oui, des freins parce qu'il faut repartir des bases. Et notamment après cette crise Covid,
où finalement les professionnels se sont habitués à s'organiser différemment, à ne plus tenir compte forcément des procédures. On s'est rendu compte que finalement, ça marchait pas si mal. Donc, de les faire revenir à un moment donné à tous travailler de la même façon et à reprendre les règles que les institutions ont imposées, ça va prendre du temps. Donc, oui, des freins. Merci. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un établissement voilà, qui se préparait à la visite ou qui est dans le même cas de figure que vous? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Première chose, c'est que il faut être au maximum sur le terrain aujourd'hui, ce qui est pas simple, hein, mais oui, être sur le terrain. La deuxième chose, c'est au niveau de l'évaluation, bien définir le cadre de l'évaluation. Moi, j'ai vraiment insisté en voyant le SINAE, etc., sur le fait que une réponse binaire pourrait être très mal prise par les professionnels. Il ne s'agit pas de leur faire baisser les bras parce que nous, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais de pouvoir souligner qu'est-ce qui commence à être mis au travail et de pas être dans que des choses négatives, mais être dans bon bah voilà, là-dessus, ok, vous êtes pas bon, hein, mais le travail est initié. Donc moi j'avais demandé vraiment à l'évaluateur de faire un retour à l'ensemble des professionnels en réunion, mais aussi aux membres du bureau, aussi au cadre, en ayant toujours cette bienveillance, ce qu'il a fait hein, clairement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment d'essayer de faire concorder l'évaluation externe, enfin unique, avant la négociation du CEPOM, parce que c'est un formidable moyen de pouvoir discuter avec les autorités sur la base d'un regard neutre. On va prendre un exemple, nécessité de la qualité. Moi, je sais que je vais demander un financement responsable qualité. Donc, il n'y a pas que Madame Philippot qui dit il nous faut un responsable qualité. Aujourd'hui, dans le rapport d'Eval, il est dit qu'il faut qu'on continue de mener cette démarche de qualité autour des événements indésirables, autour de la mise en place de procédures, et le fait de faire cette évaluation juste avant le CEPOM va me permettre de, par exemple, demander le financement d'une responsable qualité. Vous voyez. Donc, je donnerais ce conseil-là au directeur en premier, c'est vraiment de se dire faites l'évaluation externe juste avant le CEPOM et faites aussi le projet d'établissement à peu près en même temps, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 3 plans d'action et plein d'objectifs répartis dans des documents différents, vous aurez une seule et même liste d'objectifs. Très bien. Merci beaucoup pour le partage de votre expérience. On aura peut-être des questions tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc maintenant, on accueille Madame Jesquin, directrice du pôle enfance adolescence de l'APEI, du Bocage Girois et de l'Association du Monde. On lui a posé plusieurs questions. On lui a demandé, on a voulu centrer l'intervention sur la participation des usagers. J'ai vu passer une question dans le chat sur la participation des familles. Voilà, donc la question qu'on souhaitait vous poser ce matin, c'est comment est-ce que vous avez mis en place la méthode de l'accompagné traceur? Comment est-ce que vous vous êtes familiarisé avec les supports d'évaluation? Est-ce que les grilles ont été adaptées? Quelles informations ont été données aux personnes, qu'il s'agisse des enfants, des adolescents que vous accueillez, mais également des familles? Et quelle information, quelle implication du conseil de la vie sociale? Bref, et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a notre évaluation qui a été fixée à une échéance au 31 décembre 2023 qui arrive.
Donc, on a eu l'information de l'ARS courant du mois de novembre 2022. Donc, on s'est mis effectivement en ordre de marche assez rapidement pour pouvoir répondre à cette échéance et pouvoir développer l'ensemble de la méthodologie qui était présentée par la HAS. On avait déjà anticipé avec mes collègues directeurs de pôle et la direction générale sur effectivement cette évaluation, les différents critères et le référentiel. Donc on était déjà un petit peu armés et au fait de cette procédure quand l'échéance est arrivée. Pour autant, de janvier à juin 2023, il a fallu effectivement que l'on mette en œuvre l'ensemble de cet autodiagnostic, parce que je rejoins les collègues de l'EHPAD qui se sont présentés tout à l'heure. C'est un vrai point de levier, c'est une vraie nécessité pour les usagers, pour les professionnels et pour l'équipe de direction. Et ce serait à refaire, je ne sauterai absolument pas cette étape-là dans le processus. Donc, pendant que la direction générale, on est avec notre collègue chargé du développement de la qualité, lançait le cahier des charges auprès des organismes accrédités par la HAS, nous, sur le pôle enfance, sur l'ensemble des 3 pôles de la PEI, on a lancé notre méthodologie interne. Donc, formalisation des listes d'accompagnés traceurs, avec les différents critères et par service, présentation de la démarche au CVS, présentation de la démarche aux professionnels, beaucoup de communication. Je rejoins les collègues de la Côte Florie, il faut être présent sur le terrain, il faut communiquer, il faut présenter et rassurer sur cette démarche-là. Formalisation de la liste des traceurs ciblés. Et puis, à partir de mai-juin, la passation des entretiens avec les accompagnés traceurs et les réunions avec les traceurs ciblés. Donc, nous, on s'est appuyé sur le logiciel AGEVAL, qui est le logiciel qui porte notre démarche d'amélioration continue de la qualité au sein de la PEI de Bocage-Girois et l'ensemble des objectifs des projets de services et d'établissement. Donc, c'était un outil qui a été facilitant pour nous dans ce processus. Et donc là, pour le pôle enfance, on passe notre évaluation HAS les 8, 9 et 10 novembre prochains. Donc, on n'a pas été encore au bout de la démarche, mais on est prêt à les accueillir. Voilà. Plus précisément, dans tout ce qui concerne les accompagnés traceurs, donc la première étape dans ce déploiement, c'est vraiment de pouvoir repérer les critères de sélection, repérer la liste des personnes que l'on souhaite contacter, que l'on souhaite solliciter sur cette démarche-là. Donc effectivement, comme évoquaient les représentants de la Haute Autorité de Santé, on a essayé d'être vigilant dans les critères à ce que les personnes soient très anciennes dans les établissements et services, soient très récentes au niveau de la signature des IPC ou du contrat de séjour, différentes tranches d'âge, différentes situations de handicap. Et au total, pour pouvoir être prêt pour l'évaluation HAS, on a nous repéré 8 situations. 6 familles et usagers nous ont répondu positivement sur ces entretiens que l'on a pu passer au mois de mai-juin de cette année. Pour pouvoir le faire, on a toujours confirmé par des courriers d'information aux familles et par des écrits. J'ai contacté chaque famille pour pouvoir effectivement leur expliquer la démarche et faciliter leur adhésion. Ça n'a globalement pas posé beaucoup de difficultés. Les parents étaient assez facilitants et assez contents en fait de pouvoir participer à cette démarche-là et de pouvoir participer. Et on a évidemment bien veillé à tracer les documents d'information et de consentement auprès des usagers pour les mettre à disposition aux évaluateurs et aussi avoir une trace dans le dossier de l'usager. Ensuite, donc ça, on avait repéré notre liste d'usagers. Ensuite, c'était préparer des entretiens. On a fait le choix au sein de la PEI, en fait, d'avoir des intervieweurs en interne. On n'a pas sollicité de cabinet pour cette démarche-là. Et on a sélectionné, coopté des professionnels qui avaient l'habitude, en fait, de porter des entretiens auprès des familles et auprès des enfants. Donc, des coordinateurs projets, des éducatrices CESAL, des infirmières. Voilà. On a ciblé, en fait, 4 professionnels. 2 professionnels de l'IME et 2 professionnels du CESAD. Et en fait, pour préparer le passage des évaluateurs qui n'étaient pas des personnes connues par les familles et par les usagers, on a fait le choix en fait d'inverser les intervieweurs. C'est-à-dire que les professionnels du CESAD ont interviewé les familles de l'IME et les intervieweurs de l'IME ont interviewé les familles du CESAD. C'est une méthodologie en fait qui a été dupliquée sur l'ensemble des pôles de la PEI pour porter. C'est un choix qu'on avait fait en équipe de direction pour porter cette démarche. Et par contre, ce qui a été une étape vraiment importante pour les entretiens, c'était de pouvoir former les intervieweurs
pour qu'ils puissent se familiariser avec la grille, pour qu'ils puissent s'approprier la démarche, parce que c'est pas si simple que ça d'aller interroger une famille sur la bientraitance, sur un ensemble de critères, parfois avec un vocabulaire assez complexe. On a fait le choix aussi d'adapter les grilles, autant pour les parents que pour les enfants d'ailleurs, puisque dans l'ordre des questions, si on suit les différents critères dans l'ordre chronologique, on commence par la bientraitance. On se disait que commencer un entretien avec une famille sur « alors et vous, la bientraitance, qu'est-ce que vous en pensez ?» peut être un petit peu compliqué. Donc, on est plutôt parti sur le projet personnalisé, et ça, la grille, on l'a adapté avec les professionnels, ce qui a facilité effectivement leur acclimatation avec cette méthodologie, et ça a nécessité quand même 2 demi-journées de travail pour aller au bout de cette démarche. Ensuite, tout ce qui a concerné les entretiens, on a fait le choix en fait que je participe à l'ensemble des entretiens auprès des 12 familles qui ont été concernées, de manière pour les professionnels à ce que ce soit moi qui rappelle le cadre de la rencontre et qui explique les conditions de passation, de recueil de leurs observations et de surtout ce que l'on allait faire de leur participation en deuxième étape. C'est-à-dire que c'était pas juste formaliser un entretien et se passe plus rien derrière, c'était aussi pour moi une manière de prendre connaissance de leur retour, de leur expérience et la mettre au travail dans nos axes d'amélioration et dans notre projet de service et d'établissement. Ce sont les intervieweurs qui ont porté les différentes questions. On a pu se rendre compte par l'expérience que les questions sont complexes, que ça nécessite beaucoup de remise en contexte, beaucoup d'éclairage, d'explication, et l'exercice est compliqué parce qu'il faut réexpliquer sans induire la réponse des parents. Donc c'est un exercice. Pour le premier entretien d'autodiagnostic, on a fait le choix de les pratiquer à domicile ou au sein des services pour les familles qui le souhaitaient. Donc, on a eu beaucoup d'entretiens à domicile pour permettre aux parents de se familiariser avec, et puis les enfants, de se familiariser avec cet exercice. Les enfants ont été présents autant que possible. Alors, ça a été la partie qui nous a beaucoup questionné, parce que c'est vrai qu'on accueille des enfants de 4 à 20 ans, avec des situations de déficience intellectuelle, du spectre de l'autisme et polyhandicap. Si on voulait respecter l'ensemble des critères de sélection, et des enfants qui n'étaient pas accessibles aux entretiens. Donc, on a fait beaucoup avec les familles en tant que représentants légaux. Et dès que l'enfant pouvait participer, on l'a associé à l'entretien, on a mis à disposition des smileys, on a adapté les questions de façon à avoir une réponse aussi de la part des usagers de l'établissement. Durée maximale, on a essayé de tenir 30 minutes avec moi et un des intervieweurs. Retour d'expérience, ça tient. On peut faire l'entretien et passer l'ensemble des critères en 30 minutes, c'est accessible, tout en ayant un espace de discussion avec les familles. Donc c'est pas inabordable. Là, pour le mois de novembre prochain, donc on a planifié, on a organisé, et rejoint la directrice de l'EHPAD, c'est millimétré, l'ensemble du planning de l'évaluation avec l'organisme accrédité, c'est à la demi-heure près. Les familles ont toutes joué le jeu, rendu disponible sur les 2 journées de passage de l'évaluation, ce qui était un peu une inquiétude de ma part, de savoir si on allait pouvoir les mobiliser. Et elles ont toutes répondu présentes. Je pense aussi rassurées par le premier entretien qu'on avait passé ensemble. Donc, il y a 5 entretiens qui sont programmés pour l'IME et 5 entretiens programmés pour le CESAD. Là aussi, la présence de l'enfant dès que c'est possible, et les évaluateurs nous ont donné que ce serait pour eux aussi 30 minutes maximum au niveau de la passation de l'entretien. Ensuite, une grosse partie de cette méthodologie accompagnée traceur a été le travail sur la participation des usagers. Donc, côté IME, le Conseil de la vie sociale est instauré depuis de nombreuses années. En mars, on a fait, lors d'une réunion classique du CVS, j'ai pu leur présenter la démarche d'évaluation HAS avec les différents critères, les calendriers, comment ils allaient être mobilisés. Donc, on était c'était informationnel. En juin, on a fait une réunion exceptionnelle sur l'autodiagnostic du CVS. Donc là, on a pris la grille d'entretien et le guide méthodologique en fait de la HAS. On a balayé l'ensemble des critères. Là aussi, on s'est appuyé sur des smileys, sur l'adaptation de cette grille d'entretien qui était assez difficile d'approche pour les représentants des usagers, et même pour les représentants des familles. C'était pas si simple que ça d'aborder les différents questionnements. Mais l'échange a vraiment été très, très constructif
Et nous aussi, sur l'axe du CVS, on a beaucoup d'axes d'amélioration à mettre en œuvre dans la participation du CVS aux différents outils de l'établissement et de sa vie. Et puis, une troisième réunion est programmée là en novembre 2023 pour que les évaluateurs puissent rencontrer l'ensemble des représentants sur le CVS de l'Union. Donc, une méthodologie qui nous prend quand même pas mal de temps, beaucoup anticiper. Il ne s'agit pas d'informer, de faire la passation d'entretien en même temps avec les usagers, au risque de les perdre dans la vie. Et pour le CESAD, on a construit un questionnaire de satisfaction adapté pour les enfants du CESAD et un deuxième questionnaire de satisfaction pour les familles CESAD, de façon à avoir leur retour d'expérience et pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des familles accompagnées et pas uniquement les 5 familles qui allaient être rencontrées par les évaluateurs. Ça donne une assise aussi au retour de l'ensemble des familles accompagnées. Notre retour d'expérience, alors sur l'autodiagnostic, parce qu'on va pas faire de retour d'expérience encore sur l'évaluation HAS, enfin le passage des évaluateurs. Côté famille et usagers, l'ensemble des familles, 100% des familles qu'on a rencontrées en fait étaient très satisfaites de la démarche. Elles ont apprécié en fait qu'on vienne vers elles. Alors à domicile dans un premier temps, et quand il s'agissait de venir au service, ça n'a pas posé de difficulté. Les CVS nous ont dit aussi être contents qu'on les interroge sur ces questions-là, qu'on puisse faire un point d'étape sur comment on pratique le CVS, les ordres du jour, les comptes rendus, etc. Leurs craintes qu'ils nous ont exprimées de façon unanime, usagers, familles, représentants des personnels, c'était de devoir se complexifier les ordres du jour du CVS. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est très vivant, sur les projets des jeunes, sur la vie des jeunes, et leur vie au sein de l'établissement. Ils craignent, ils l'ont exprimé, que demain, nos ordres du jour soient remplis à 50 ou 60% par des règlements de fonctionnement, par des livrets, par des retours sur les événements indésirables, et que du coup, ce soit distant de leur quotidien. Donc, c'est une vraie vigilance à avoir sur cette pratique-là pour nous. C'est sur le vécu du CVS. Et puis, dans le passage des entretiens, à l'expérience, il y a des critères et des questionnements en fait qui sont parfois répétitifs. Les différents critères de l'évaluation, du guide d'évaluation. Pour nous, en tant que professionnels, on voit les nuances. Elles sont parfois subtiles. Pour les familles, elles les voient pas, les nuances. Elles sont, enfin, pour certaines, pas toutes, mais pour certaines, elles avaient l'impression, dans nos questionnements, puisqu'on a suivi l'ensemble des critères, on était un petit peu redondants, l'impression d'avoir déjà répondu aux questions. Donc du coup, parfois, ça a nécessité de balayer assez vite certains critères pour pas être non plus, pour pas empeser l'entretien et garder un aspect d'échange, de débat et que ce soit facilitant en tout cas pour les familles. Ensuite, côté des intervieweurs, alors les 4 professionnels ont dit que la démarche était quand même pas simple. Ils ont été satisfaits, rassurés par une bonne préparation et une bonne maîtrise des critères. Ça a été la condition indispensable pour que les entretiens avec les usagers et les familles soient suffisamment détendus pour rassurer. Du côté des cadres, c'est une démarche qui est très coûteuse. C'est vrai que quand on la voit d'un premier abord, on se dit « Oh là là, mon Dieu, comment on va réussir à tenir les délais ?» Et bien finalement, elle vaut le coup, parce que les retours sur les accompagnateurs, c'est vraiment pertinent sur le fonctionnement des services, sur le diagnostic, et du coup, sur la qualité du relationnel entre les professionnels et les familles et les usagers. C'est vraiment un point d'appui pour nous qui est à renouveler dans le temps, pas simplement dans le cadre de la démarche HAS, mais quelque chose qui soit plus marqué dans la vie de nos établissements. Merci beaucoup pour cette présentation très pratique. Alors, nous allons passer au 4e témoignage. Donc, on va accueillir Élise Baillet, qui est coordinatrice qualité et gestion des risques, et qui va nous partager son expérience autour de l'évaluation des EHPAD, des centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances. Élise, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis accompagnée de Madame Salès, la directrice qualité, donc des centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances, et qui va d'ailleurs faire l'introduction. Bonjour. Donc, passer
à la diapo suivante. Donc, nous avons eu, nous, la spécificité d'organiser une visite d'évaluation qui a couvert, en fait, 5 structures sur 2 entités juridiques différentes, avec les 4 EHPAD sur l'hôpital de Coutances et une sur l'hôpital de Saint-Lô. On avait comme échéance de réalisation de ces évaluations le 1er juillet de cette année. Donc, on a construit notre rétro-planning en conséquence. Le processus a débuté sur le mois de février avec la sélection de l'organisme. On s'est ensuite lancé dans toute la procédure d'auto-évaluation qu'on a mené sur les mois de mars et avril. Et puis ensuite est venu le moment de l'évaluation elle-même, avec donc une équipe qui a été commune, mais qui a vraiment mené 5 évaluations différentes sur nos différentes structures. Ce qui a été assez enrichissant dans l'échange avec les professionnels. En termes d'évaluation sur la diapo suivante, donc ça représente, donc je vous ai dit, on est sur 5 structures, on a 269 lits globalement à couvrir. Donc on a eu 24 accompagnés traceurs qui ont été réalisés au total, un audit système qui a bien répondu aux 3 temps, hein, un avec la gouvernance, un avec l'équipe pluriprofessionnelle du site de Saint-Lô et un avec les équipes pluriprofessionnelles de Coutances. On a bien eu aussi un traceur ciblé qui a été mené selon exactement la même composition et donc une rencontre avec le Conseil de la vie sociale. Donc comme on a 2 CVS, un sur chaque site, donc les rencontres ont été dédoublées. Donc mené tambour battant, hein, mais avec ce temps dédié véritablement sur chacune des structures, avec cet enrichissement de la prise en compte et de l'individualisation des remarques par rapport à nos différents EHPAD. Je peux laisser Lise vous faire l'état sur les leviers et les freins de cette organisation commune. Oui, donc en fait, le fait d'être rattaché à un établissement sanitaire, que ce soit le rattachement sur les CH de Saint-Lô et de Coutances, pour lequel nous sommes en direction commune, hein, ça a permis, bien évidemment, il y a eu des apports qui ont été d'ailleurs vraiment relevés par les évaluateurs lors de la visite. Donc le premier levier, c'est déjà qu'on a en fait une politique qualité-sécurité des soins, certes centrée sur le patient, mais bien aussi sur le résident et qui était validé au moment de la visite. Donc ça, c'était quand même important pour nous vraiment que le mot résident apparaisse dans la politique et soit vraiment pris en compte dans les différents axes stratégiques alimentant cette politique. En termes de gouvernance, et donc la gouvernance qualité, en fait, elle intègre vraiment le champ médico-social comme le sanitaire. Il n'y a pas de traitement différencié du médico-social. Donc, notre gouvernance nous est organisée par un COPIL qualité-sécurité des soins qui est donc commun aux deux centres hospitaliers et qui intègre le médico-social, comme notre comité des vigilances et des risques, la commission EPP, la commission des erreurs médicamenteuses, la cellule d'identito-vigilance, bref, toutes ces instances qui participent à la mise en œuvre de la politique qualité et donc commune et intègrent le médico-social. Donc, ce qui participe, bien évidemment, à l'acculturation des professionnels et au déploiement de la culture qualité et gestion des risques au sein des centres hospitaliers. Il faut savoir qu'on a également un système de gestion documentaire. Ça a été souvent évoqué dans les différents retours d'expérience, mais c'est vrai que la gestion documentaire, bien évidemment, est importante dans une démarche qualité et le système est informatisé et déployé déjà depuis plusieurs années dans l'ensemble des services, comme sanitaires, comme médico-social. Donc, les professionnels du médico-social ont accès et ont connaissance depuis de nombreuses années, en fait, à cette gestion documentaire. Nous utilisons le même logiciel pour le système de déclaration unique des EI. Madame Philippot a énormément évoqué justement ce sujet des événements indésirables, notamment de la déclaration des événements indésirables par les professionnels, qui est quand même signe d'une culture, gestion des risques au sein des établissements. Et c'est pareil, le système de déclaration nous est déployé aussi depuis plusieurs années.
dans l'ensemble des services sanitaires comme médico-sociaux. Nous avons quand même en spécificité des équipes qui sont communes entre le service du SLD et de l'EHPAD. Il faut savoir que nous avons passé notre visite sur le secteur sanitaire en février 2023. Donc, et la préparation pour l'évaluation du médico-social a eu lieu en mars 2023. Donc, c'est vrai que les équipes qui étaient communes entre les services du SLD et d'EHPAD ont enchaîné la préparation finalement à la certification HAS juste avant l'évaluation des EHPAD. Donc ça a été quand même bien évidemment pour nous un avantage, hein, puisqu'elles étaient déjà acculturées en fait à une démarche d'évaluation et à la préparation d'une visite aussi par des personnes extérieures à l'établissement. Ce qui a été relevé par les évaluateurs, c'est notamment l'accès à l'ensemble des services supports. Donc, c'est vrai que le fait d'être attaché à un centre hospitalier, les équipes du médico-social ont un accès facilité aux différentes équipes transversales, que ce soit l'UCRI, qui est prévention et contrôle des risques infectieux, l'équivalent des EOH, à l'équipe douleur ou soins palliatifs, mais également aux services supports, on va dire, plus techniques, qui sont du coup facilement disponibles et qui apportent une véritable expertise sur certaines thématiques, notamment, on a eu un niveau optimisé pour, par exemple, la politique de développement durable. Et puis, avoir aussi des pharmacies, évidemment, en interne, permet vraiment d'avoir un circuit du médicament à la fois structuré et sécurisé. Je rajouterai juste un point que j'ai oublié d'évoquer, mais dont la présentation précédente m'a fait penser, c'est aussi que le déploiement des accompagnés traceurs a été fait en fait dans la même mouvance du déploiement des patients traceurs pour le sanitaire, puisque comme je vous dis, nous, notre politique, c'est pas faire de distinction, tout en prenant bien évidemment les spécificités, mais en tout cas en termes de déploiement de culture. Et donc, les accompagnés traceurs étaient réalisés déjà depuis 2016, en fait, dans les services médico-sociaux. Mais comme tout, à chaque fois a un pendant, chaque levier a également quand même son frein, j'ai envie de dire, puisque le fait notamment de ne pas faire de traitement différencié vraiment marqué du médico-social, eh bien dans certains projets ou procédures comme la politique RH ou le plan de formation, c'est vrai qu'il n'y a pas de spécification vraiment, on va dire, précisée du secteur médico-social. Donc ça nous a été vraiment relevé par les évaluateurs, comme quoi le médico-social est bien perçu comme un service et non comme un secteur qui mérite vraiment un traitement adapté et spécifique. Le secteur médico-social, lui, il est bien intégré dans notre gouvernance, mais du coup, il n'y avait pas assez d'informations au CVS, puisque finalement, vu que tout est piloté au niveau du COPIL, etc., c'est vrai qu'il y a eu un défaut marqué d'informations au CVS, notamment concernant le bilan des plaintes et réclamations, le bilan des EI, et puis le traitement des dysfonctionnements graves notamment. Le fait qu'il y ait une équipe partagée, du coup, il y avait une acculturation des professionnels, mais c'est vrai que pour ces mêmes professionnels, ça a fait vraiment une redondance des démarches qualité, surtout dû au calendrier notamment qui nous a été imposé. En plus, il faut savoir que les équipes, eux, sont engagées dans la démarche Humanitude, qui a également, à chaque fois, chaque démarche a son propre langage, son propre vocabulaire, une dynamique de déploiement différente. Donc, à chaque fois, c'est vrai que c'est comment finalement communiquer autour de ces démarches sans que ça apparaisse comme une redondance auprès des professionnels pour qu'ils puissent s'y impliquer. On nous a quand même fait remarquer le défaut de notre dossier de soins non informatisé. Aujourd'hui, on n'a pas de dossier de soins informatisé dans les secteurs médico-sociaux parce que le module simplement hospitalier qui est aujourd'hui déployé n'est pas adapté à la prise en charge dans le médico-social. Et c'est vrai que ça crée forcément un impact dans les organisations des équipes et dans les transmissions d'informations, etc. Et de la part des évaluateurs, on a eu quand même besoin d'insister, d'expliquer très précisément ou de recentrer, recontextualiser régulièrement tout au long des 10 jours d'évaluation sur en fait notre organisation en pôle, donc l'organisation polaire,
puisque c'est vrai que dans cette organisation pôlaire, nous avons en fait un pôle gériatrie qui prend en compte les courts séjours, etc., l'USLD et le médico-social. Mais donc le médico-social n'est pas clairement identifié dans notre organisation, et c'est vrai que il y a eu du coup des fois des difficultés de compréhension en fait de cette organisation. Voilà pour ce qui est notre retour que nous pouvons vous faire sur cette démarche. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage qui vient compléter les témoignages précédents. Donc là, c'est important aussi pour nous qu'on puisse vous présenter les spécificités de ces structures qui sont rattachées à des établissements sanitaires. On va vous demander encore quelques minutes d'attention pour l'occasion pour nous de vous présenter l'accompagnement qui est proposé en région Normandie. Il y a quelques mois de ça, en début d'année, l'ARS a lancé une mini-enquête pour faire un peu de point sur les besoins et les difficultés que vous pouviez rencontrer dans la mise en œuvre de cette nouvelle modalité d'évaluation, de ces modalités d'évaluation. 300 établissements ont répondu à ce questionnaire. Alors, vous en avez là un gros résumé. Mais il est apparu quand même un besoin d'appui concernant les méthodes d'évaluation sur la compagnie traceur, le traceur ciblé, l'audit système. Un besoin d'appui aussi sur la mise en œuvre opérationnelle. Alors, la mise en œuvre opérationnelle, ça recouvre de comment est-ce qu'on va conduire l'évaluation, comment est-ce qu'on va animer les groupes de travail, comment est-ce qu'on va impliquer les résidents, avec quels outils, comment est-ce qu'on va impliquer les familles, etc. Un besoin d'appui aussi sur les thématiques. Alors, les thématiques, vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui est dans les référentiels, que ce soit bien traitance et éthique, la démarche qualité, gestion des risques, l'expression et la participation de la personne. Là. Aussi un besoin d'appui sur les outils et supports complémentaires, tout ce qui va relever de la coordination, du reporting, du suivi, et puis un besoin de formation. Les difficultés, elles sont forcément en lien, donc elles sont en lien avec l'appropriation du nouveau référentiel, cette acculturation à la démarche qualité, le manque de temps, et puis le calendrier qui peut être un peu poussif. La simultanéité des différentes évaluations que vous pouvez mener, et puis le manque de ressources dédiées, ça a été dit notamment avec le responsable qualité qui peut agir ou pas dans les différentes structures, par exemple. Alors justement, pour répondre aux besoins qui ont été identifiés grâce à cet état des lieux, on vous propose en tant que première action, un module de formation qui s'appelle le module découverte, comprendre le nouveau dispositif d'évaluation des ESSMS, donc qui va s'intéresser aux personnes qui souhaitent connaître d'une part les enjeux du nouveau dispositif d'évaluation des ESSMS, harmoniser les connaissances des différents acteurs sur le territoire, et puis qui va permettre de se préparer à la mise en œuvre du dispositif en appréhendant les différentes méthodes et thématiques. Donc, en fait, c'est un module, les bases, qui s'adresse à toute personne qui souhaite avoir les bases sur l'évaluation. On verra tout à l'heure qu'il y a des modules qui sont plus poussés et plus spécifiques. Dans tous les cas, cette formation, elle va aborder le cadre réglementaire de l'évaluation et les ressources territoriales, la présentation du nouveau dispositif et du déroulé de l'évaluation, des conseils aussi pour vous préparer à la démarche d'évaluation, des mises en situation et puis l'utilisation d'un outil d'appropriation du dispositif. Donc, ce sont des sessions présentielles qui sont d'une durée de 3 heures. Donc, il y a une session par département qui est proposée. Donc, pour le département du Calvados, il y aura une session le 26 septembre 2023. En Seine-Maritime, ce sera le 10 octobre. Dans la Manche, le 7 novembre. Dans l'Eure, le 21 novembre. Et dans l'Orne, le 5 décembre. Donc, vous pourrez retrouver le programme plus complet de ces formations avec le lien d'inscription. On vous mettra le lien tout à l'heure vers le catalogue de formation qui reprend le contenu de ce module découverte. Alors, comme cela a été vu, donc autant le module découverte correspond à un premier niveau d'information sur le nouveau dispositif d'évaluation. Là, autant les modules thématiques et méthodes vont vous permettre de vous approprier la démarche, donc dans l'objectif de la déployer en interne. Donc pour cela, l'objectif sera également d'harmoniser les connaissances et les références partagées au sein de l'établissement, de questionner les pratiques professionnelles au regard des recommandations et d'identifier les ressources et les moyens à mettre en œuvre.
Donc, ces modules se déroulent en e-learning. Un webinaire d'accueil est commun à l'ensemble de ces modules, que ce soit pour les thématiques ou les méthodes, qui permettra de présenter les attendus et surtout la plateforme sur laquelle se déroule cette formation. L'intérêt, c'est de pouvoir suivre en fait ces modules indépendamment les uns des autres et surtout selon vos besoins. Concernant les modules méthodes, donc des séquences sont dédiées à la préparation, à la mise en œuvre de la méthode, mais aussi à la valorisation de votre démarche qualité. Donc, comme l'a évoqué Cécile, en complément, vous avez également des modules thématiques qui sont également proposés, donc, toujours sur la plateforme collaborative. Donc, ces modules thématiques sont regroupés en 5 modules. Donc, les 2 premiers modules, donc, on a la thématique du référentiel d'évaluation. Dans tous ces modules, vous allez retrouver les références des critères, que ce soit les références de recommandation de bonnes pratiques professionnelles, mais aussi les textes de référence. Vous allez avoir des notions sur chacune de ces thématiques, mettre également en pratique et faire des états des lieux au regard de ces recommandations de pratiques. Donc, on retrouve un module bientraitance et éthique, droit de la personne accompagnée, donc le premier module. Le deuxième est un regroupement de 3 thématiques, expression et participation de la personne, co-construction et persuasion des projets d'accompagnement, également continuité fédérale. Troisième module, on est sur l'accompagnement à l'autonomie. Quatrième module, l'accompagnement à la santé. Et le dernier module sur la politique des ressources humaines et gestion de risque. En complément des modules thématiques et d'autres, on propose également un atelier de mise en critique pour pouvoir faire le lien entre une méthode et une thématique et pouvoir mettre en place une démarche d'évaluation. Donc, on est sur un format optionnel de 6 heures pour que chaque participant puisse mettre en pratique cette démarche. Autre accompagnement qu'on vous propose, donc c'est un accompagnement collectif des établissements et services prioritaires qui doivent réaliser leur d'évaluation d'ici le 30 juin 2024. Donc cet accompagnement collectif, c'est avant tout de proposer une méthode de travail à partir de fiches critères impératifs. Donc sur ces 2 thématiques ciblées qu'on a retenues, donc la bientraitance et l'éthique, et la démarche qualité et la solidité. Il s'agit à partir de ces fiches critères de pouvoir identifier des éléments de preuve, mais aussi des actions d'amélioration. Donc, les objectifs de cet accompagnement collectif, c'est avant tout de soutenir les établissements qui mettent en œuvre cette démarche. Donc, pour cela, il faudra constituer un binôme de professionnels par établissement pour déployer cette démarche. Autre objectif, c'est de pouvoir aussi capitaliser autour des objectifs de chacun. Et enfin, de pouvoir déployer des éléments de preuve à partir de fiches critères. Donc, aussi identifier des éléments de preuve et des pistes d'amélioration. Plus précisément, sur l'accompagnement collectif, on vous présente ici que cet accompagnement, bien sûr, est également réalisé en distanciel. Vous allez avoir aussi une plateforme collaborative pour les participants. Donc, vous allez pouvoir, dans cette plateforme, retrouver l'ensemble des documents et des ressources, mais également tous les travaux intermédiaires qui vont être réalisés. Donc, cet accompagnement collectif, il se situe en 3 étapes. Vous allez avoir une première étape pour structurer les fondamentaux, à partir des notions qui sont présentées dans les fiches critères impératifs retenus. Donc, on vous propose déjà une première visioconférence de lancement en octobre 2023 qui nous permet de présenter la démarche globale de l'accompagnement collectif et notions clés et les attendus pour cette première étape de l'accompagnement. Vous allez également avoir, à l'issue, des travaux intermédiaires à réaliser qui seront également déposés dans la plateforme. Deuxième étape, réaliser les actions d'amélioration avec une deuxième visioconférence. Il faudra, en regard de ce que vous avez réalisé dans la première étape, mettre en œuvre des actions d'amélioration. Également des travaux intermédiaires à l'issue de cette deuxième étape, qui nous amène à réaliser une troisième étape, également en visioconférence, pour pouvoir réaliser avec l'ensemble des participants un bilan et une clôture. Donc, on sera sur le décembre 2023 sur ce document. Alors que ce soit l'accompagnement collectif ou les modules de formation, en fait, ils ont été construits avec l'expertise des acteurs en région que vous pouvez visualiser sur cette slide. Juste peut-être préciser que c'est un programme qui est soutenu par l'ARS et qui est donc gratuit pour les établissements et services qui sont sous compétence ARS et double compétence ARS, conseil départemental. Donc après, on a posé la question du prix. Et les limites, c'est peut-être ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas trop... Non.
Une question sur la procédure d'inscription à ces modules. Ah, j'ai pas vu. On va recommuniquer dès demain sur justement l'ensemble du catalogue et sur l'accompagnement collectif donc pour les établissements considérés comme prioritaires. Donc vous pourrez à partir du catalogue vous inscrire directement aux modules qui sont déjà ouverts, que ce soit le module découverte ou sur le module thématique. Je viens juste de vous mettre le lien vers le catalogue de formation si vous voulez le feuilleter et puis vous inscrire. Allez. On a une question qui revient régulièrement. Alors, du coup, voilà. Est-il possible de passer sur la première évaluation externe, de ne passer que sur la première, je vais pas y arriver. Est-il possible de passer sur la première évaluation externe que les critères impératifs, compte tenu des échéances? Alors, excusez-moi, oui. Oui, j'ai vu cette question dans le chat, effectivement. Non, ça n'est pas possible de ne faire l'évaluation externe que sur les critères impératifs. L'évaluation externe, en fait, elle est justement sur une base unique pour tous les établissements et services. C'est un dispositif national qui est harmonisé. Donc, les critères impératifs, en fait, ils servent à mesurer le niveau de qualité sur des secteurs qui sont apparus au collège de la HAS comme devant être prioritairement améliorés si déficience il y a sur ces critères-là. Donc, c'est les critères, on l'a dit, qui touchent à la bientraitance, à la politique qualité, à la gestion des risques, par exemple. Donc, c'est assez fondamental, effectivement, dans les établissements. Donc, c'est une première marche imposée de qualité pour cette première itération. Dans une prochaine évolution de ce référentiel, dans quelques années, les critères impératifs ne seront peut-être plus ceux-là. Mais en tout cas, la première évaluation externe, même si les calendriers sont contraints, elle concerne bien la totalité des critères. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, que ce soit pour les établissements qui ont partagé leur expérience? Profitez-en. Ah, on a une autre question. Que se passe-t-il quand l'établissement ne parvient pas à générer ses questionnaires sur Sinae et que l'évaluation est programmée dans moins d'un mois? Alors, quand l'établissement ne parvient pas à générer ses questionnaires sur Sinae, normalement, en fait, c'est quand l'établissement crée la mission d'évaluation, automatiquement, effectivement, les grilles qui sont pertinentes en fonction de la typologie d'établissement se mettent en place pour l'organisme évaluateur. Je ne sais pas là s'il n'y a pas une confusion entre auto-évaluation et évaluation externe. Je vois, je lis le chat en même temps, c'est dès cette étape que cela cloche. Ce que je vous propose, on a mis tout à l'heure l'adresse mail, le contact et évaluation HAS. Je propose qu'on regarde spécifiquement le souci sur l'établissement concerné. Juste un petit C'est un peu compliqué. si je peux me permettre, les grilles sont aussi téléchargeables sur Excel. Et vous pouvez également retrouver les critères qui vous sont appliqués. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, vous pouvez nous contacter, bien évidemment, et on apportera une réponse plus précisément à votre question. Il n'y a pas de questions. Les vidéos, les diaporamas, et puis l'ensemble de ces 2 heures seront bientôt en ligne. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier
Madame Hilton et Madame Calette pour votre participation ce matin. Remercier l'ARS, je sais pas, je ne vois pas si Déborah est toujours là. Je suis toujours là. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, tout à fait. Je voulais effectivement remercier l'ensemble des intervenants et puis l'ensemble des participants. Vous êtes nombreux à vous être connectés. Bon, ça a un petit peu diminué puisqu'on approche de 12h30, mais globalement, merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré. On reste à votre disposition avec l'adresse mail qui a été évoquée tout à l'heure par Marianne. Et effectivement, on vous apportera des réponses au fur et à mesure de vos sollicitations. Encore merci. Et puis, dites-vous que ce n'est que le début de l'accompagnement que l'on vous propose sur ce sujet qualité. D'autres sujets suivront par ailleurs. Merci à tous et bonne fin de journée.